Bonjour à tous et bienvenue dans ce chaos créateur absolument génial du Cercle des économistes. Et je crois que nous sommes au 17e, c'est ça, Jean-Hervé ? 17e rencontre économique d'Aix-en-Provence. Et celle-ci intervient dans un moment assez extraordinaire du retour de l'optimisme, en Europe en tout cas, dont Jean-Hervé vous a parlé. Je vais tout de suite donner la parole pour cette session dans laquelle nous allons nous concentrer sur les contours même de la question posée, qu'est-ce que la prospérité ? Et je donne donc tout de suite la parole à Philippe, qui m'a promis de respecter l'horaire scrupuleusement, contrairement à ses habitudes. Et ensuite, je vous présenterai nos intervenants. Philippe, c'est à toi. Merci. C'est un plaisir d'intervenant aussi prestigieux dans cette session. Donc le titre est en anglais. C'est « What does prosperity mean today ?» Mais Jean-Hervé m'a fait promettre que je ferai mon intervention en français, donc je vais la faire en français. Donc de toute façon, que j'intervienne en anglais ou en français, ça termine par le même franglais épouvantable. Donc je suis économiste de la croissance, et quand je dis aux gens que je travaille sur la croissance, me reviennent les mêmes questions qui reviennent si vous prononcez le mot prospérité. La première question, c'est comment vous mesurez la prospérité? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous la mesurez? Est-ce que le PIB par tête est une mesure suffisante ou pertinente de prospérité? Alors, vous savez qu'il y avait eu un rapport par Fitoussi, Sen et Stiglitz, tu mentionnais Amartya tout à l'heure, Jean-Hervé, qui insiste sur l'idée que le PIB par tête n'est certainement pas une mesure suffisante ou exhaustive de prospérité et qu'il faut y ajouter d'autres mesures. Par exemple, le taux d'emploi. Si vous êtes dans une économie avec beaucoup de chômage, vous n'y êtes pas, quoi. La qualité de l'environnement, si l'environnement se détériore et qu'il y a réchauffement, vous n'y êtes pas. Si vous avez la mobilité sociale, si vous êtes dans une économie où il n'y a pas de mobilité sociale, où il y a beaucoup d'inégalités générées, vous n'y êtes pas non plus. Et puis se rapprocher un peu d'indicateurs de bonheur. Mais bon, c'est un peu compliqué de mesurer le bonheur. Donc ce rapport dit, voilà, il y a le PIB par tête, c'est pas à exclure, mais il y a d'autres indicateurs. Angus Deaton, qui est un prix Nobel il y a 2 ans, a montré quand même que le PIB par tête, en gros, si l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue. C'est-à-dire qu'il a quand même montré que des pays où il y a des niveaux de PIB par tête plus élevés sont également des pays où les niveaux de satisfaction, ils font des surveys sur ce qu'ils appellent life satisfaction, et ils trouvent des mesures plus élevées quand le PIB est plus élevé. Donc ça ne veut pas dire que le PIB suffit, mais le PIB aide à assurer, en tout cas à faire progresser des indicateurs de bien-être. Donc il y a tout le problème de la mesure de la prospérité. Donc on va revenir et qu'est-ce qu'on met comme contenu. Il y a une deuxième question sur la prospérité, c'est quels sont les ressorts de la prospérité. Certainement de plus en plus, et on sait que la prospérité à long terme, c'est l'innovation au sens large. C'est tout ce qui est la créativité, c'est créer des nouvelles choses. Et on sait que c'est la vraie source de prospérité à long terme. Une société qui n'innove pas, qui ne crée pas de nouvelles choses, eh bien, elle ne peut pas assurer sa prospérité à long terme. Alors, le problème, c'est de savoir d'où vient l'innovation. Et qui sont les innovateurs? Moi, j'ai travaillé récemment sur un truc assez amusant, mais il y a eu plus d'autres qui ont travaillé, c'est de savoir l'origine sociale des innovateurs. Donc, je commence à faire un peu de striptease. Et on montre qu'en fait, quand on a des parents qui viennent de milieux sociaux très avancés, très élevés, on a beaucoup plus de chances d'être innovateur. C'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai également dans un pays comme la Finlande, où pourtant l'école est gratuite et accessible à tout le monde. Et c'est certainement vrai en France. Donc la question, c'est pourquoi, quand on vient d'une famille très aisée, on a plus de chances d'être innovateur. Et en gros, c'est parce que ça vous donne beaucoup plus de chances d'être bien éduqué. D'ailleurs, vous voyez en France à quel point, eh bien, si on vient d'une famille d'ouvriers, eh bien, on a très peu de chances d'arriver à de très bonnes études et rentrer dans des grandes écoles. Et ça aide à innover. Voilà. Donc il y a tout le côté, c'est comment faciliter l'accès pour que tout le monde puisse avoir un bon niveau d'éducation et pouvoir devenir innovateur ou entrepreneur. Voilà. Et il y a tout cet aspect qui est énorme, que même dans un pays comme la Finlande, eh bien, il y a des gens qui potentiellement auraient l'intelligence, la créativité, le QI, etc., et qui, pour des raisons diverses, ne peuvent pas accéder, ne peuvent pas réaliser leur potentiel. Et la libéralisation des marchés, ça ne suffit pas. Puisque vous voyez, il y a des pays qui ont libéralisé les marchés, ils ont fait les réformes structurelles dont on parle toujours, et ça ne suffit pas pour que tout le monde puisse accéder au potentiel d'innovation. Et il y a une troisième question sur la prospérité, c'est le coût de la prospérité.
Et là, vous savez qu'en France, il y a ce mot décroissance. Il y a des gens qui disent en France, la croissance, c'est pas bon. Ça vous donne du chômage, ça vous donne de l'environnement qui se détériore, ça vous donne du risque. Et donc, hell with it, plus de croissance, faisons la décroissance. Alors c'est vrai que l'innovation génère de la destruction créatrice. On sait que l'innovation, c'est des nouveaux produits qui remplacent d'anciens produits, de nouvelles activités qui remplacent d'anciennes activités. Donc cette destruction créatrice, eh bien, évidemment, elle crée de l'insécurité de l'emploi et elle crée aussi dans votre vie, vos revenus peuvent monter et descendre. Vous êtes un peu sur une montagne russe parce que vous allez changer d'emploi et vous allez passer d'un emploi à un autre. Comment gérer ça ? Également, l'innovation génère de l'inégalité. Il y a ceux qui s'y adaptent et ceux qui ne s'y adaptent pas. J'ai presque terminé. Et il y a également les gens qualifiés, pas qualifiés. Et donc, tout le problème, eh bien, c'est comment faire que l'innovation, qui a un potentiel de générer de la mobilité, eh bien, aille de pair avec protection sociale et mobilité sociale. Et donc, à l'arrivée, c'est comment permettre au plus grand nombre d'être impliqués dans le processus d'innovation et d'entrepreneuriat. Comment réconcilier prospérité par l'innovation avec protection sociale pour tous, mobilité sociale et épanouissement individuel, comme le disait Jean Hervé. Si on ne fait pas ça, eh bien c'est le vote Trump et c'est le vote pour le Brexit. Eh bien cette session va discuter d'expériences à la fois top-down, quand vous étiez au gouvernement, et bottom-up, c'est-à-dire de gouvernants, d'un point de vue gouvernant et d'un point de vue d'en bas, pour essayer, eh bien pour permettre aux individus d'accéder à ces opportunités, pour lutter contre les trappes de pauvreté, faire que l'éducation soit accessible à tous et que tout le monde puisse accéder aux possibilités. Donc voilà, donc je vais laisser la parole pour que vous parliez de ces approches complémentaires, bottom-up et top-down, pour réconcilier innovation et mobilité sociale et protection sociale. Merci. Merci beaucoup Philippe. Philippe Aguillon, donc, du Cercle des économistes, professeur au Collège de France, qui nous a fait là donc un cadrage précis de cette question qui nous préoccupe cet après-midi, comment définir la prospérité, comment est-ce qu'on la mesure, quels en sont les ressorts et quel en est le coût. Alors pour parler de manière concrète de toutes ces questions, nous avons donc d'abord, ma chère collègue et amie Florence Aubenas. Je ne suis pas sûre qu'elle va rester une amie parce que je l'ai attirée dans ce piège et elle ne savait pas vraiment ce que c'était. Mais on a pensé avec Jean Hervé qu'il était essentiel d'avoir son témoignage sur le travail qu'elle a fait très en profondeur à la fois au Monde et dans ses nombreux livres. Je pense que vous connaissez tous Quai de Ouistreham. Le travail sur les gens en France qui sont à la recherche de la prospérité dans des conditions souvent difficiles. Nous avons ensuite Tony Melotto, juste à côté de moi, qui vient des Philippines, où il a créé en 2003 une ONG qui s'appelle Gawad Kalinga, qui veut dire en français prendre soin, et qui s'était fixé pour mission de sortir 5 millions de familles de la pauvreté d'ici 2024. Il a entrepris cela en construisant des villages et des communautés solidaires. Et il va nous expliquer tout ça. Et il a aussi été très actif il est toujours bien entendu, dans le domaine de l'entrepreneuriat social pour favoriser l'émergence de l'entreprise sociale dans un pays comme les Philippines et des circonstances, un environnement assez éloigné du nôtre. Et puis, nous avons David Miliband, qui a été le plus jeune chef de la diplomatie britannique de 2007 à 2010, Foreign Secretary, qui a été très actif au Labour Party et qui, depuis 2013, dirige le International Rescue Committee, une ONG très importante qui travaille surtout dans l'humanitaire et en particulier auprès des réfugiés dans les grandes zones de conflit, de crise dans le monde. Voilà. Donc chacun va vous présenter un peu son travail, puisque nous avons des perspectives ici mondiales, asiatiques et françaises. Donc je crois qu'on a beaucoup à entendre sur la prospérité. Et puis après, nous vous donnerons la parole pour quelques questions. David, the floor is yours. Thank you very much, Sylvie. Good afternoon, everyone. I have been called
many things in my career, but I've never been called or accused of being an economist. So I think that I first of all hope I'm not here under false pretenses. I'm here as an ex-politician and as a current humanitarian leader. I think my colleagues in New York yesterday, when I told them where I was going, I think they thought I was coming to enjoy some Macroniste sunshine. And I'm very happy to plead guilty on that score. But I want to say something with my hat on as an ex-politician and something from my current life as a humanitarian NGO leader. It seems to me that the difficult thing in this debate is not how to define prosperity. My friend Eric Beinhocker has written a book about this. He defined prosperity. I think he's here somewhere, Eric. The accumulation of solutions to human problems. That seems to me to be a good shot at it. I would put it slightly differently. I would say that true prosperity is the freedom to make choices. Prosperity, if you take that definition, is framed by time and place. It is relative to others, so inequalities matter. And it's social, not just individual. It's about more than money, and it needs to be sustainable. And if you take that definition, we certainly also know what prosperity isn't. It's not a race to the bottom. And here's the interesting thing about the debate about prosperity. Those with the most money have often been most insistent that money isn't everything. They could afford to worry about things other than making ends meet. And the history of Western politics over the last 50 or 60 years, I would argue, longer, 100 years, has been framed by a debate about the role of the state and the role of the market in redistributing the fruits of economic growth. Now, here is the first point I want to put in your mind, that maybe we're seeing a big change at the moment, because the politics of prosperity seems to have gone into reverse. As inequalities have grown in the last 10, 15 years, politics seems to have become more focused on social and cultural issues rather than economic ones. Ron Brownstein, an American journalist, calls this the great inversion. In American politics now, the poorer you are, the less likely you are to vote on the left, the middle class vote for the right. And I just want to give you one statistic from the US election. There are 3,000 counties in America, administrative areas. 2,400 of them voted for Trump, President Trump, and they accounted for only 36% of national income. The 575 counties that voted for Mrs. Clinton, a small plurality of the voters, admittedly, accounted for 64% of US national income, and there were similar proportions in the Brexit vote. And you could describe this as the triumph of meaning over money. And so my first question really to you, the economists here, is how we can get politics and economics in Western societies back in sync. Because at the moment, in Western politics, what is good economically turns out to be bad politically. What's good politically turns out to be bad economically. If you think about the debate about open trade, it's clear to me that trade adds to economic growth, but it's very difficult politically. Migration adds to economic growth, adds to GDP, but it's very difficult politically. And we have a tension between politics and economics. You could say that sharing of sovereignty at international level is an obvious economic boon, but in political terms it's very difficult. So the first challenge, it seems to me, certainly for those of us on the progressive side of politics, is how to get economics and politics back into sync. My second point speaks to my life as a leader of a non-governmental organization. We have 27,000 staff in 30 countries around the world, war zones and fragile states dealing with refugees and displaced people. I was in Uganda and South Sudan 2 weeks ago. South Sudan has delivered 1 million refugees into Uganda over the last year. Uganda has a national income of $962 per head. And the Ugandans believe that it's just their job to look after 1 million South Sudanese, and they would no more think of building a wall than they would of flying to the moon. So I feel I have to say something about the responsibilities that prosperity brings
globally, because often the debate about prosperity, and it's interesting in the statistics that have been shown today, there was an assumption that the community that mattered was a local community, a national community. But I just in my last 1 or 2 minutes want to say a word about the global community, because it seems to me that the lesson of the post-Second World War period is that confidence at home brought engagement abroad. The lesson of today, certainly from the United States and from the UK, I'm sad to say, is that loss of confidence at home brings retreat abroad. And I don't want to be apocalyptic unnecessarily, but I do think we face the gravest challenge to the institutions and norms of the post-war order, the greatest challenge for 80 years. Many people in the top of the Trump administration believe that the insecurities and inequalities of globalization are a reason to tear down the multilateral system, not to reform and to renew it. There's an article by the National Security Advisor and the head of the Council of Economic Advisors in the Wall Street Journal last month, which said, in quotes, there is no such thing as a global community. There is only an arena of competition for nations and for companies, and they added for NGOs, surprisingly. And it seems to me that a moral economy has to be thinking globally, not just thinking locally, partly for reasons of global public goods like the environment, but also because of the responsibilities that we owe to other human beings. There is a larger refugee crisis than any time since the Second World War. The length of displacement is now 10 years for the average refugee. Once you've been out of your own country for 5 years, the average displacement is 21 years. And so the gap between needs and provision is certainly growing at an international level, and I think it would be very disappointing if we weren't able to address that in a conference like this. My own view is that the case for renewing and updating the international system is very strong. It should be a call to arms that I think is going to have to be led from Europe. And I'm at this conference because fundamentally I believe that conversation needs to happen and needs to happen urgently. Thank you very much indeed. Merci beaucoup, David Miliband, pour ce rappel des règles essentielles de la base de la prospérité vu du point de vue des États et des relations entre États. Je vais maintenant donner la parole à Florence, qui va nous parler de comment elle voit, elle, la prospérité depuis son travail de terrain. Bonjour. Donc moi je suis journaliste au quotidien Le Monde, je fais surtout du reportage et c'était là un défi à l'époque il y a encore quelques années, au moment où frappaient les grandes crises financières et économiques, si tant est qu'elles se soient arrêtées aujourd'hui, et je m'étais posé la question comment en rendre compte quand on est un journaliste, une reporter de terrain. C'est-à-dire que contrairement à la plupart d'entre vous ici, je ne suis pas quelqu'un de théorie, je n'ai pas étudié l'économie, ça n'est pas du tout ma partie. Et donc je me suis dit comment en rendre compte. Et donc la façon la plus simple que j'avais trouvée était de dire voilà, je vais quitter mon travail de journaliste, m'inscrire au chômage dans une ville française moyenne et chercher du travail en disant voilà, je suis une femme de 50 ans et je n'ai aucun diplôme, qu'est-ce que je peux trouver comme emploi ? Et je pensais mettre tout le monde de mon côté en disant voilà, je suis prête à tout faire. Et évidemment, la première réponse avait été de me dire mais tout le monde est prêt à tout faire. Et donc c'était il y a quelques années, et si à ce moment-là j'avais dû prendre la parole devant vous pour vous parler de la prospérité, je vous en aurais sans doute parlé comme d'une quête perdue. La prospérité, et je ne suis même pas sûre que vous auriez choisi ce thème-là et que vous auriez eu, j'allais dire presque cette insolence à cette époque. Parler de prospérité à ce moment-là était d'une certaine façon indécent. Et donc il y avait de manière très générale un sentiment que la prospérité, nous ne l'aurions plus jamais. Et que c'était quelque chose qui était définitivement derrière nous.
Et beaucoup de personnes parlaient de la situation en termes presque de guerre, d'une guerre à affronter, bien sûr. Je me souviens, à cette époque aussi, être allé quelques jours au Maroc, vous savez, du côté de Tanger, d'où, au début des années 90, partaient beaucoup de migrants, justement, marocains, vers les côtes françaises, espagnoles ou italiennes. Et quand j'y suis allée il y a quelques années, les Espagnols arrivaient au Maroc pour y chercher du travail. Et on disait, plus personne ne part d'ici vers l'Europe, l'Espagne ou la France, parce qu'il n'y a, et c'était l'expression qui était donnée, il n'y a à ramener de là-bas que des fers à repasser cassés. Donc c'était tout ce qu'on ramenait de 20 ans de travail dans un grand pays occidental. Et donc l'image qu'on renvoyait de nous était vraiment celle-là à cette époque-là, et le pessimisme était vraiment partagé à tous les niveaux. Aujourd'hui, les reportages que j'ai continué à faire, et la plupart des personnes que j'avais rencontrées pendant ce travail, parce qu'il faut vous dire que celui que j'avais trouvé finalement en étant disposé à tout faire, était un travail de femme de ménage sur un ferryboat, un travail de nuit. J'ai continué à voir la plupart des personnes que j'avais rencontrées à cette époque-là. Et donc, je les ai encore vues justement à la perspective de venir devant vous aujourd'hui. J'ai été passer le week-end là-bas à Caen avec ces femmes que j'avais rencontrées à cette période. Et ce qui est assez frappant aujourd'hui, et là je vais un peu pondérer le sondage qui nous a été donné précédemment, c'est que oui, maintenant, aujourd'hui, il y a pour certains, pour certaines, une impression de prospérité, ou en tout cas d'une prospérité atteignable. Mais ce sentiment, le sondage qui nous a été donné axait beaucoup sur le fait qu'il était tout à fait lié à un niveau de revenu. Et ce que j'ai constaté, moi, et j'allais dire tout à fait l'inverse, bon, ça promet une petite querelle, tant mieux, c'est qu'au contraire, ce sentiment traverse absolument toutes les classes sociales. C'est-à-dire qu'on peut penser à la prospérité, se permettre d'y penser, quelle que soit la classe sociale dans laquelle on est. Et il tient aujourd'hui à peu de choses que d'être du côté ensoleillé ou du côté à l'ombre de la société. Et c'est ce partage des eaux qui est aujourd'hui très compliqué à la fois à évaluer et à faire en sorte que nous soyons dans une société apaisée. Et l'une de ces femmes me disait, voilà, mes deux enfants, elle a deux garçons, ont tous les deux trouvé un travail aujourd'hui en CDI, donc en contrat à durée indéterminée, ce qui reste le Graal en France, hein, donc un travail, un plein temps, donc avec un contrat de travail ferme, qui était, elle me dit, et voilà, et cette petite victoire me promet un petit espoir. Et donc pour elle, et pour beaucoup d'entre eux, la prospérité, davantage qu'une condition matérielle, est un espoir. Et tous se disent, après tout, j'ai traversé ces crises, ils en parlent en termes de rescapés, donc ça y est, j'ai survécu à ces crises, et maintenant, petit à petit, j'arrive en fonction d'un certain nombre de paramètres à réussir à tirer mon épingle du jeu. Et évidemment, cette démarche est très souvent présentée comme individuelle et non pas comme collective. C'est-à-dire que, y compris quand on fait partie d'entreprises comme celles dont on a beaucoup parlé, comme Goodyear ici, ou des entreprises qui licencient massivement, dans cette centaine de salariés, parfois plusieurs centaines de salariés, qui vont vous dire, voilà, je fais partie aujourd'hui de cette charrette, le sentiment de prospérité peut être aussi partagé par certains d'entre eux. Alors, je vous donne un autre exemple, et c'est très paradoxal. Et c'est vrai que c'est parfois même assez choquant d'une certaine façon. Je vous donne donc cet exemple. Dans un de ces plans sociaux, une personne me racontait, voilà, moi, j'ai tel type de travail, donc j'ai un travail un petit peu spécialisé. Et avec cette petite spécialité, peut-être que je vais retrouver un autre petit travail. Et donc, il se disait, voilà, moi, je vais pouvoir y arriver. Et d'autres vont dire, eh bien, moi, je ne vais
plus pouvoir y arriver parce que j'étais au contraire un ouvrier sans aucune spécialité, atteignant un âge critique, atteignant une certaine chose. Et ce sentiment d'un destin qui est de moins en moins collectif et de plus en plus individuel est pour moi aussi la marque de cette époque par rapport à une prospérité et à ce signe-là. Et ça, c'est vraiment une chose, j'ai trouvé extrêmement frappante. Et on peut trouver, au contraire, dans des classes sociales hautes, un sentiment de déclassement, de dégringolade, qui était jusqu'à présent laissé à des, ou en tout cas qu'on voyait, à des classes plus modestes. Donc ça, c'est vraiment une des choses très particulières. Et l'autre chose est qu'est-ce qu'on peut... la prospérité est aussi... À quel titre peut-on prendre la parole sur la place publique? Alors, je vais m'expliquer. Je suis allée, justement, pour le quotidien Le Monde, faire un reportage dans ces maisons de retraite pour personnes âgées dépendantes, qui sont évidemment de plus en plus nombreuses et qui attendent, évidemment, un certain nombre d'entre nous, voire la majorité. Donc, juste la dernière des choses que je voulais dire, et j'en conclurai avec ça, c'est que dans cette maison de retraite, les jeunes femmes qui y travaillent estiment n'être pas assez nombreuses. Et elles ont décidé de se mettre en grève, ce qui est extrêmement rare. Et pour la première fois, cette grève dans une maison de retraite est la plus longue de France aujourd'hui, à l'instant où nous parlons. C'est-à-dire qu'elle a bientôt 4 mois. Il y a 18 personnes dans cette maison de retraite qui y travaillent, 18 aides-soignantes, la moitié est en contrat à durée déterminée, la moitié à contrat à durée indéterminée. Évidemment, seules celles qui sont en contrat à durée indéterminée font grève et les autres non. Elles gagnent à peu près la même chose. Ce qui les sépare, c'est justement ce contrat qu'elles ont entre elles. Le ressenti qu'ont les unes et les autres est absolument inverse. Donc vous demandez aux unes, est-ce que vous pensez que vous allez vers de la prospérité? Celles qui sont en grève, bizarrement, vous disent oui, et celles qui continuent à travailler vous disent non. Mon temps est écoulé, on vient de me montrer la pancarte, donc vous voyez que c'était une... Merci Florence. Une intervention à durée déterminée. Non, oui. Mais on te redonnera la parole. Merci beaucoup. Vous pourrez lire le reportage de Florence sur les maisons de retraite cette semaine dans Le Monde. Je ne vous dis pas le jour, comme ça vous l'achèterez tous les jours. Et merci de nous avoir expliqué le lien aussi entre prospérité et espoir, parce que je crois que c'est assez fondamental. Tony Mellotto, vous allez nous expliquer, je crois que chez vous aussi, la prospérité, ça peut être un signe, ça peut être lié à la notion d'espoir. Merci. Good afternoon. I'm very privileged to be here with, it seems, so much brain power in this room. But I just would like, I'm here as a simple man in search of true prosperity. My educational background is I took up economics in the top university in my country. I worked as an executive of an American multinational company. But at the age of 35, despite having what I wanted, I came to realize that I was not happy with, I was raising 4 children in a world that was not getting any better. Our country was getting poorer, poverty was deepening, more slums, more threats, the streets were not safe, and 11 million of our people had to leave the country. So despite the fact that I had the privilege to send them to the best schools, live in a comfortable place, I realized that the world was not sustainable for them. So anyway, to cut the long story short, I am here in France at least 5 times a year in the last 7 years, because the French have been my partners in my journey in search of true prosperity. Our NGO called Gawad Kalinga, which means to give care,
in the last 20 years since I decided to get off the train and go back to the slums to really discover about sustainable poverty and why a talented race had 11 million of us had to leave the country to search for opportunities abroad when we had 10 million hectares of fertile land and very rich biodiversity and very talented and creative people. Anyway, it was a dilemma for me trying to really understand the scandal of why a very blessed country could be so poor. Anyway, 350 years of colonization definitely had its effect on us. But then that was no excuse. So I went back to the slums, worked with 2,000 gang members, juvenile delinquents, and stayed there for 7 years, went there almost every day, trying to understand poverty. It's so difficult to prescribe solutions to problems you don't fully understand. And I came to realize that poverty at its root was really social injustice, that only a very small fraction of the world's population had most of the resources. So anyway, I decided that, we can only end poverty in my country if we invest in making the poor and poor, if we invest in our lost human capital. And so we built communities with them, and my focus was the recycling of men, because in many societies, normally we talk about empowerment of the women because they have been also oppressed and suppressed. But in my country, when people live under subhuman conditions, they're on a survival mode. The men really show a lot of predatory behavior. So our criminals are men, our drug addicts are men, our abusers at home are men, and our lost human capital were mostly male. So I came to realize that I should have the courage to work with men, and because the world of philanthropy oftentimes caters to victims. So I wanted to build a world where no one was an enemy, a victim, or a prey, and to follow a peaceful path by building communities where the men had to undergo values formation every week, where because they were the problem, they should be part of the solution. And when we restore their dignity, they start also to discover, the self-worth and productivity. And so the first impact of the first village we built in 1999 was peace. And also the fact that we didn't even have to bring jobs because people built their homes, they gained new skills, and they started to look for work. Anyway, we validated this in 10 other cities. We got the same results. And now we have built over 3,000 communities for over 1 million people. So we discovered that true prosperity is building our shared humanity. And it is when the rich and the poor start to see each other as brothers and sisters. When I started working in the slums, I brought my 16-year-old daughter who went to the top business school where I graduated. And when she worked with the prostitutes, and she came to me crying, and she said, "Papa, their life is so miserable. My friend here is only 16. And she was raped by her stepfather at the age of 13, and she's had 2 abortions, and now she's a prostitute." I look at my daughter in tears, and I saw her friend, and I realized that if she was born in a slum under the same environment, she could have been that prostitute. And that precise moment was a moment of real epiphany. I realized that if I do not look at the children of the poor as my children, my own children have no future in my country or anywhere in the world. So that was the big turning point. See the poor as family, not as objects of charity, and try to really build a solidarity economy. And it is also bringing those who are privileged with the best education, with the best success in business, to go to the bottom of the pyramid and to see the untapped human wealth that we have. And so anyway, we have worked with we're building our Farm Village University. We have about 300 interns from 32 French universities, and we're happy to meet the president of Polytechnique here. We are happy to also work closely with IHEC, with ESSEC, and the top universities. And because we're giving the poor in the bottom of the pyramid in our country the gift of excellence, the gift of beauty, the gift of quality, the gift of class. And in my country, we associate France with Chanel, Dior, Louis Vuitton,
And because normally, those who are generous would look at the poor as just, as objects of philanthropy. So anyway, we are also now, when these French interns come back, they start Ticket for Change, they start Make Sense, they start many other NGOs. So I guess we are helping build a new generation of French who are people with a purpose. And we're starting to create also businesses, a profit with a purpose. And so we are here to really just restore the dignity and of the poor, and for us, because there are a lot of rich people in the world who are also not happy. And so there are those who are looking for a purpose, and we discovered that, well, the French give us technology, they give us knowledge, we even buy the raw materials for our cosmetic product in the Philippines now from Provence, because we want to create a win-win situation as we build our economy as an emerging economy. We're now one of the fastest rising economies in Asia. It is also in terms of really global partnership. So the European economy, Asian economy, we'd like social entrepreneurs to be the bridge. And we hope that we will open career and business opportunities for the French in Asia, as we also would like our people to come to Europe with France as our base. And so we hope that we will both define prosperity together and enjoy it. Merci. Merci beaucoup, Tony Mellotto, et merci d'avoir attiré l'attention sur ce partenariat avec les grandes écoles françaises qui permet d'avoir vraiment qui innove en permettant d'avoir une aide à double sens en réalité, pas seulement à sens unique. C'est très intéressant. Alors, avant de commencer la discussion entre nos intervenants, je vais donner la parole à un étudiant pour une première question. Vous savez qu'on donne toujours la parole ici, dans ces rencontres économiques, aux étudiants. Et nous avons aujourd'hui Guillaume Neveu de la Paris School of Economics de l'École normale supérieure qui va nous poser la première question. Si on lui donne un micro, il est là, je crois. En bas. Les micros ont disparu. Ça va être difficile. Non, voilà. Help is on the way. Clara résout tous les problèmes. Je vous remercie. Du coup, vous avez pu poser, lors de cette session inaugurale, les bases de ce qu'est la prospérité, ou ce que peut être la prospérité aujourd'hui. Je voudrais ajouter quelque chose à votre définition. Ça vient d'un terme latin qui a également donné les termes bonheur et un dérivé donné faire la paix avec. Du coup, je voudrais vous demander comment peut-on envisager une prospérité dans nos sociétés actuelles, que ce soit au niveau national, quand on voit la croissance des inégalités au sein de nos pays développés, comment peut-on envisager cette prospérité en laissant une partie de la population sur le carreau? Et d'un autre côté, d'un point de vue international, quand on voit l'ordre, si je peux me permettre le terme, l'ordre mondial actuel, avec le retrait des États-Unis, notamment des engagements climatiques, ou de nouveau l'affrontement qu'on peut voir entre les États-Unis et la Russie, par exemple en Syrie, comment peut-on envisager de nouveau une prospérité à cette échelle mondiale? Faut-il redéfinir un ordre mondial? Je vous remercie. Alors, ce sont deux questions importantes mais vastes. Donc, vous allez tous les trois répondre en prenant l'angle qui vous convient le mieux. Donc, comment peut-on envisager la prospérité, qui veut aussi dire faire la paix avec, dans un contexte de croissance des inégalités et dans un contexte international de très grands désordres et de conflits très graves. David, vous voulez commencer? Thanks. Easy questions. I think if I was so smart, maybe I'd be doing a different job now. But I think I'd say two things to you, to your very good question. One, Danny Roderick is speaking at this conference, I believe. And he has made the really important point that global inequality
is being reduced at the moment, despite the level of disorder that I spend my time dealing with, acute disorder in Syria or Somalia or Afghanistan. The general international picture is of unprecedentedly fast improvements in the life chances of the poorest. In 1950, 70% of the world's population lived in extreme poverty. And today, less than a fifth live in extreme poverty. Now, it's still a terrible scar that a billion people live in extreme poverty. But the general trend is for a reduction in global inequality. What's happening is that there's a rise in inequality within countries. And Danny Roderick's point, I don't know if he's here, he should take the microphone because he can say this much better than I. His point is that the reduction in global inequality is not the reason for the growth of national inequality. It's a really important point. It's wrong to say that Britain or United States or France has become more unequal because of China and India. It's just not, the maths don't add up. The reason that Western industrialized societies have become unequal is fundamentally threefold. One, technological change has hollowed out the middle class. Secondly, rent-seeking behavior at the top has been very, very significant in some Western societies. And thirdly, the policies to help social mobility and to raise the floor, once you've got a minimum wage, have not been effective enough. And it seems to me that the answer to your question, therefore, for those of us who are focused on Western societies, is to update the labor market and other measures that address inequalities within our own societies, and we shouldn't believe that we're doomed to more unequal distribution within our societies because of what's going on globally. Merci. Florence, tu veux dire? Oui, c'est vrai que, y compris pendant que j'intervenais, c'est toujours très, très compliqué de parler de prospérité dans un monde où certains en sont, en tout cas matériellement, extrêmement exclus. Hein, donc c'est vrai que en France, en Europe, dans le monde occidental, c'est évidemment bien plus criant parce que la promesse de prospérité a toujours été générale. C'est-à-dire que dans certains pays, il y avait un sentiment qu'une oligarchie en profite. Nos sociétés occidentales ont fait le pari, en tout cas tiennent le discours, d'une certaine forme d'égalité, de fraternité, de partage, de solidarité, etc. Évidemment, promesse qui n'est pas forcément tenue. Et cette prospérité, du coup, paraît compliquée à atteindre et quelque chose d'injuste. Or, je pense, et c'est quelque chose d'assez frappant, avant de faire ce travail de femme de ménage dont je parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a l'impression que dans les derniers des métiers, qui est celui-là, c'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, madame, vous n'avez rien dans les mains, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est la dernière des choses. Donc, moi, on m'avait présenté comme, vous êtes le fond de la casserole, hein, c'était l'expression employée. Donc, vous êtes dans une catégorie de personnes âgées, vous n'avez pas de diplôme, voilà. Donc, vous êtes tout au fond de la société. Et donc, effectivement, l'essentiel de mon travail consistait à nettoyer pendant la nuit des toilettes sur un ferryboat. Et en nettoyant ces toilettes sur un ferryboat, une de mes voisines, donc de galère, si j'ose dire, sur un bateau, me dit, écoute, moi, évidemment, mon mari me dit à chaque fois, mais arrête ce travail. Et je lui dis, non, je continue, parce que j'ai de l'ambition et je vais réussir. Et donc, vous voyez la scène. Et je pense qu'il n'y a pas là de quoi rire. C'est-à-dire que le sentiment d'ambition, le sentiment de pouvoir s'élever, quelle que soit cette élévation, est quelque chose de très partagé et n'est pas réservé à une élite ou à une classe sociale. Et j'ai trouvé autant de paresseuses, je dis paresseuses parce que c'est un travail à 90% féminin, autant de personnes qui en voulaient, autant de personnes insatisfaites et autant de personnes satisfaites que dans mon travail, qui est un travail extrêmement fêté et recherché, qui est celui de journaliste. Et donc, je pense que ces lignes de fracture, de dignité,
sont beaucoup plus transversales que ce qu'on pense. Et qu'il faut faire une différence très nette entre une situation qu'on a, quelle qu'elle soit, et même extrêmement en bas de l'échelle, SDF, ou est-ce qu'on peut considérer comme extrêmement difficile, et les conditions avec lesquelles on l'affronte. Et je crois que c'est vraiment là où se jouent les choses, et où se joue l'identité de chacun, sa place dans le monde et ses espoirs. Et l'espoir n'est, et heureusement, pas l'apanage, pour moi, d'une classe sociale haute, même s'il est différent en fonction de chacun. Alors je ne vous dis pas ça parce que je veux vous donner ici bonne conscience, comme moi vous l'avez certainement très mauvaise, la conscience. Et donc, mais je le crois très profondément. Je crois très profondément que aujourd'hui, les choses se jouent de cette manière-là et se jouent aussi de façon transversale. Tony. I don't have the big answers to the big problems that you presented. I'm just an ordinary citizen of the world, but we'll just try to make a difference where we can. 20 years ago, when I started my journey, land was not available to the squatters, to the informal settlers of Manila, but because we showed landowners that if they give us a small portion of the land, we can remove the shanties and remove the informal settlers, and land values will go up. And when the men are also part of the solution, there's peace. Anyway, as a result, we had land for over 1 million families that were donated, after 20 years. And so all it shows is you can do it. And we build a community with typhoon-proof homes, and which is now being adopted. We have built it in over 3,000 communities, now being adopted by many towns and cities in my country. So it's when ordinary people come together, we have corporations, we have local government, we have the poor themselves as part of the solution, then we can show the world it can be done, and even local governments can pick it up to transform their slums. Anyway, we built our Farm Village University. It's the first in the world with 1,600 French interns in the last 7 years. And we have built a template where we can create an economic zone where the poor and the rich can be partners in creating inclusive wealth. And now we're building this in 24 other provinces throughout the Philippines. And we will do it hopefully in the next 7 to 10 years. But then again, it's just ordinary people working with people with power, with resources, and also showing that the new middle class will come from the bottom of the pyramid. And so we also need to encourage our young people, our own children, that they should not be afraid of working with other people regardless of race, regardless of religion, regardless of status, that we are one global family, this planet is our home, and we need to build a future full of hope. Thank you very much. Merci. Nous avons encore très peu de temps, mais quelques minutes pour 2 ou 3 questions, je dirais. Est-ce que je vais les prendre en même temps, s'il y en a? Je vous vois très mal, j'avoue. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, j'en ai, moi. Donc, je suis désolée, je ne vous vois pas s'il y a des questions. Non. Ici? Pardon. Voilà, madame devant, oui. Deuxième rang, derrière Jean-Hervé. Je reviens à ce qu'a dit Florence Abenas. J'ai une question, pour être très concret. Quand j'étais à la fac, mes étudiants m'ont demandé d'utiliser ma boîte aux lettres. Pourquoi? Parce que dès qu'ils envoyaient leur CV avec une adresse X, enfin une adresse Grigny pour reprendre de ce matin, eh ben, on ne regardait même pas leur CV. J'ai dû intervenir personnellement pour que Citibank, à l'époque, bon, ça a été remédié par le directeur, avait soi-disant perdu
une demande de stage. Bon, alors, donc j'ai eu beaucoup de situations comme ça que j'ai gérées comme je maîtrise 4 boîtes aux lettres, je les ai toutes utilisées, mais je reviens à ce que Florence Abenas a dit. Elle a dit que, en fait, c'est une partie, c'est la manière dont les personnes confrontent la situation. C'est vrai, et je sais que c'est vrai parce que j'ai eu des étudiants qui ont persisté. Mais est-ce qu'en disant cela, on ne déresponsabilise pas la société en général? Est-ce qu'il n'y a pas besoin, ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une formidable vague d'éducation, une réaction contre cette discrimination qui nous empoisonne en France? Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est assis sur un volcan en train d'attendre pour exploser. Merci. Alors, je vais laisser Florence répondre et puis j'ajoute une deuxième question et puis on terminera là-dessus. David Miliband a parlé et Tony aussi de ce paradoxe, cette contradiction de la mondialisation qui est que une partie du monde sort de la pauvreté, mais du coup parallèlement l'autre partie du monde a l'impression de tomber ou de souffrir de cette situation. Comment est-ce qu'on peut remédier à ça? C'est aussi une des raisons qui a fait monter le populisme dans certains de nos pays. Voilà, comment est-ce que vous pensez que cette situation-là peut être confrontée, soit politiquement, soit économiquement? Alors Florence, et je vais vous demander de répondre tous les trois très rapidement, et Philippe clora notre débat. Donc je vais vous répondre rapidement, madame. Si j'ai bien compris, vous mettez au cœur de votre question le problème de la discrimination, c'est-à-dire que comment faire. Alors c'est vrai, et en France, on est, j'allais dire, champion du monde là-dessus. C'est-à-dire qu'on est champion du monde pour dire nous avons voté une loi il y a beaucoup de temps pour à travail égal, salaire égal, femmes et hommes, loi qui n'est toujours pas appliquée. Nous avons, vous savez, au Parlement européen, on appelle la France le pays de la déclaration des droits de l'homme et pas de leur application. Et je pense que c'est absolument exact. Et cette discrimination, c'est vrai que quand on a telle adresse, quand on a tel visage, quand on a tel nom, en France, tel sexe, voilà, que les facteurs de discrimination sont vraiment très nombreux. Et ça, c'est réellement une chose fondamentale. C'est vrai que 80% du travail précaire en France est assumé par les femmes. C'est vrai que la classe la plus importante au chômage est celle des jeunes. C'est vrai que ceux qui ont le plus de mal à trouver de travail sont ceux avec un nom et une adresse qui n'est pas celle que voudraient voir les employeurs. Et on pourrait faire ça à l'infini. Et malheureusement, et c'est là où je veux en venir, on a voté des lois là-dessus. Les politiques publiques sont nombreuses. Et elles sont toutes inopérantes. Et ça, c'est vraiment un problème franco-français. C'est-à-dire qu'on peut voter une loi et ne pas l'appliquer 30 ans plus tard. C'est-à-dire que la loi Roudy, elle a quand même des décennies derrière elle. Donc, je pense qu'à un moment, la loi ne résout pas. Et c'est vrai que les pouvoirs publics, je pense, alors quand on m'a posé la question à propos du livre que j'ai écrit dont on parlait, ou de ce que je fais autour des personnes défavorisées en France, etc., je pense qu'aujourd'hui, il faut tous le faire à notre niveau. C'est-à-dire que quand un homme politique me le disait, je disais, écoutez, c'est très simple, qu'est-ce que je peux faire? Aider les gens comme ça, qui sont dans la difficulté, les femmes de ménage, etc. Je dis, écoutez, commencez par embaucher dans le ministère où vous me recevez aujourd'hui, commencez par embaucher les femmes de ménage et arrêtez de passer par des intermédiaires. Donc je pense que chacun doit aujourd'hui prendre ses responsabilités et les affronter. Je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui le défi. Parce que force est de constater qu'on est dans cette société tous à la fois et coupables et victimes. Et que c'est le propre de la situation. C'est-à-dire qu'on va à la fois protester contre le travail précaire et aller faire ses courses au supermarché ou
où toutes les caissières sont des précaires, et donc qu'on a du mal à se séparer. Et je pense que c'est... Moi, en tout cas, je prends le problème de cette manière-là, et je pense que le vote de loi et les politiques publiques, en France en tout cas, ne sont pas opérantes. Sinon, on n'aurait pas votre question, hein, question qu'on traîne depuis 50 ans. Voilà. David, Annie. Voilà, très vite, David, sur les gagnants et les perdants de la mondialisation et comment les concilier. I would say that there's an assumption underpinning your question, which is that the only inequality that matters is income inequality. And I just think it's worth registering that income inequality does not sit on its own. It sits related to wealth inequality and obviously a wider set of inequalities, and I don't know if that's going to be addressed in this conference. If your question is about labour market inequalities, I think it's really important that we're specific about which inequalities we're talking about. Because one of the inequalities that France faces between those with jobs and those without jobs is a very different kind of inequality than inequalities to do with remuneration in the labour market and mobility in the labour market. And my experience, which was in domestic policy before I moved into foreign policy, is that you must not look at access to the labour market separate from remuneration in the labour market, separate from mobility in the labour market. It's different for someone at the beginning of their career to be juggling two jobs with the aspiration to move on up, or in the process of developing skills and experience that allows them to move up. It's different for them than for a single mother with two kids trying to do the same thing with very few prospects of moving up. And one of my worries about the debate, or the way the debate on quote-unquote inequality is shaping up in the Western world, is that it's not being clear enough about which inequalities are being targeted, and it's not being clear enough, secondly, when it comes to the labour market, about those three different elements. And unless you have a policy agenda that addresses all three, you're not going to actually crack the problem. Tony Melotto. We really have to keep on fighting peacefully for our faith in humanity, that we're all equal in worth and dignity. And in whatever little way we can find expressions for it, and for us, our principal partners in our work to achieve profit with justice are the French. And now last night I met with some of the successful people here in Provence. The people behind Synergy Solar, they hired somebody, a very good engineer from Lille, to build solar irrigation systems for us to help our farmers. But in the process, we are also going to open vast opportunities as an emerging economy for many of the competent and really talented French graduates. There must be uncertainty in the European landscape right now, but then Asia, with all the, that's where energy, where capital, where industries are being opened. Like in my country, we import 98% of our dairy, including 4% from a neighboring country that does not even have cows. You know? So anyway, it is when we learn to really see that we can build a new economy, a new caring economy, a new sharing economy, that we can really achieve the shared prosperity. Merci. Thank you very much. Voilà, je laisse maintenant la parole à Philippe Aghion qui va clore ce débat très riche, je dois dire. C'était une discussion très riche. Il y a eu beaucoup de points qui ont été soulevés par les intervenants. David en particulier s'est posé la question comment réconcilier l'économie et la politique, comment faire que des différentes tendances qui ont été favorables sur le plan d'économie soient acceptées politiquement. Comment restaurer la confiance à l'intérieur des pays pour que les pays soient plus ouverts et ne tombent pas dans le protectionnisme. Florence a montré comment on peut se sentir prospère ou pas seulement entre groupes sociaux, mais à l'intérieur des groupes sociaux, qu'en fait les inégalités ont été générées pas seulement entre niveaux d'éducation, mais à l'intérieur de niveaux d'éducation, et comment traiter le problème. Méloté, le troisième intervenant, a parlé de comment se mettre à la place des autres, c'est réaliser que la vie des autres, d'avoir l'imagination, quelle est la vie
vis-à-vis des autres, pas juste être condescendant, mais se mettre à la place des autres. Et je crois qu'il y a vraiment, c'est ce que j'appelle un peu le modèle scandinave, moi, personnellement. Je pense que tous les pays ont un peu compris certaines choses, mais je pense que les pays scandinaves en particulier ont été à la pointe de comprendre qu'on pouvait réconcilier prospérité par l'innovation, créativité, et en même temps avoir un système qui inclut le plus grand, qui inclut tout le monde, où tout le monde se sent partie. Et pour ça, eh bien, il faut éducation de base, l'éducation de bonne qualité accessible à tout le monde, et un système qui permet à la fois d'être tout le temps assuré et de pouvoir rebondir d'un emploi à un autre et de se qualifier d'un emploi à un autre, une vraie flexi-sécurité. Et je crois que ça, c'est les socles, c'est-à-dire que ça ne suffit pas d'avoir des marchés flexibles, des marchés libéralisés, il faut l'éducation et il faut un système qui combine eh bien, assurance, formation tout au long de la vie et mobilité. Et c'est tout le défi maintenant, c'est les révolutions technologiques, la révolution digitale. On a peur des révolutions parce qu'elles détruisent beaucoup d'emplois, mais les révolutions technologiques créent des nouveaux emplois, créent des nouvelles possibilités. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas accessibles. Beaucoup de gens se disent « mais moi, ça ne m'arrivera jamais ». Et donc, le problème, c'est de créer un système qui permet à tout le monde de pouvoir vite aller vers ces nouveaux emplois qui vont remplacer les anciens, les emplois détruits. Et je pense que c'est ça, si vous voulez, c'est dans cette direction qu'il faut aller pour disons, progresser dans les questions que nous avons abordées aujourd'hui. Merci.